On pourrait dire, pour se situer dans la perspective de notre rencontre, que son travail va illustrer la deuxième naissance de Valparaiso. Et ce sera une des lignes, je pense, importantes de notre travail, dans le mot création, mais nous l'avions déjà imaginé comme ça dès le point de départ, il y a naturellement création et recréation, renaissance, redéfinition. Ici, nous assistons, c'est un exemple de redéfinition. La première création est une création comme instrument portuaire assez importante, qu'elle date de la première moitié du XXe siècle, avec, pour le port de Valparaiso, un défi à relever, qui est le défi de l'ouverture du canal de Panama, qui joue contre un rôle important de Valparaiso. Et donc, on comprend bien qu'aujourd'hui, avec le deuxième âge du canal de Panama, ce défi est essentiel pour ce port. L'autre dimension, c'est naturellement la montée du Pacifique dans les échanges internationaux, le poids pris par l'Extrême-Orient dans la mondialisation, et donc ici l'opportunité pour un port de la côte pacifique de l'Amérique du Sud à capter les flux pour ensuite jouer son rôle de redistribution. L'autre dimension est une dimension culturelle, puisqu'elle insiste sur le caractère d'identité maritime de la ville de Valparaiso, et avec des conséquences qui sont des conséquences également patrimoniales, nous le verrons, puisque Valparaiso a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le moment où les choses commencent à changer de façon importante, ceci, selon elle, correspond à un changement de modèle économique pour le Chili dans les années 1980, avec une activité portuaire qui, à ce moment-là, connaît une hausse très importante, et une connexion mer-terre qui se fait toujours classiquement par la voie de chemin de fer, mais surtout, insiste-t-elle, par le rôle des camions. Ensuite, l'enjeu de cette activité qui doit être toujours plus rapide dans un espace portuaire. Les marchandises ne doivent rester que le moins de temps possible dans l'espace portuaire. Et également un autre élément essentiel qui arrive dans les années 90, c'est-à-dire le recours à l'investissement privé. L'État reste propriétaire des ports, et donc l'État reste l'aménageur principal des ports du Chili, mais on appelle, on intègre dans les opérations de montage financier les investissements privés. Donc, voilà la situation actuelle du port de Valparaiso. Vous voyez que l'essentiel se situe ici. Le terminal 2 est ici peu développé. La ville ancienne de Valparaiso, labellisée UNESCO,
Voilà sa position. Le développement urbain de Valparaiso s'est fait dans cette direction. Le centre-ville moderne de Valparaiso se trouve ici. Voilà les projections sur lesquelles le port fonde son futur. Donc, nous voyons qu'on mise sur un développement tout à fait important dans la relation avec l'économie pacifique et l'Asie extrême-orientale, ce qui se traduit par un séquencement d'étapes d'ampliation portuaire. Avec, vous voyez, à partir de 2024, ce qui n'est pas très très loin dans la perspective, une très grande ampliation portuaire. Ceci s'inscrit dans une dynamique ancienne de l'évolution de Valparaiso qui, coincé au pied de ces montagnes andines, n'a pas cessé de se construire sur la mer. Et ici, vous avez une mesure qui permet de voir comment la ville, progressivement, en fait, s'est établie en gagnant du terrain sur la mer. Ceci va continuer. Donc, voilà une autre vue qui nous permet de voir où se trouve donc le port qu'on va appeler ancien, le port du XXe siècle, et le port du XXIe siècle, eh bien, il a vocation d'abord à se développer dans cette zone-là, nous allons le voir, et surtout, vous voyez que son extension est prévue dans cette zone-ci. Alors, voilà, de façon un peu plus concrète, ce qui est prévu. Donc, première extension portuaire, vous voyez le terminal 2, actuellement ça correspond à cette bande-là, et vous voyez, on va construire tout cela. C'est immédiatement au pied de la ville ancienne. On va prolonger manifestement la jetée de protection, et puis vous voyez également ici qu'on construit un terminal de passagers et dans cette zone-là, qui est liée à la partie centrale de la ville, on entend développer un espace portuaire qui soit plus culturel, disons, un espace de loisirs, de déambulation, pour que on garde cette entité maritime, qu'on puisse être au bord de la mer, en profiter. Bien. Voilà. Donc, dans le commentaire édité par l'UNESCO, qui reprenait le plan de développement de Valparaiso, vous voyez que nous retrouvons les secteurs que je vous ai indiqués, avec ici donc le secteur plus culturel, là le secteur nettement portuaire et la zone de réserve. Ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons trois acteurs majeurs. Nous voyons que le plan de transformation est géré par l'entreprise portuaire Valparaiso, entité d'État, mais naturellement que la communauté urbaine de Valparaiso est un acteur majeur, très important. Et puis, l'autre élément, l'entreprise privée, l'importance du secteur privé pour cet aménagement. Donc, ici, nous avons le schéma triangulaire que nous évoquions hier, État, entreprise privée, communauté.
Ce n'est pas exactement le schéma triangulaire de Bruno Marnot, parce que lui disait, pour le XIXe siècle, hein, je vous avais dit, État, ingénieur et... qu'est-ce qu'il me manque? État, ingénieur, entreprise privée. Bon. Bruno, pour le XIXe siècle, semble considérer comme secondaires les communautés locales. Bon. Donc, voilà. J'avais ouvert le débat dans mon introduction. Alors, voilà la réaction de ICOMOS hein, par rapport à ce projet. Bon, ICOMOS trouve que développer les installations portuaires, ça n'est pas contradictoire avec la politique UNESCO, parce qu'on est bien hein, dans une ville maritime, portuaire, hein, qui a vocation à se développer, donc il n'y a pas de contradiction. Mais quand même, hein, il y a quand même des problèmes hein, qui, vous voyez, qui apparaissent ici. Hein. La coordination entre la ville et le port hein, semble quand même un peu faible. Hein. Dans les premiers projets, hein, l'attention portée à la valorisation patrimoniale, ça ne semblait pas la priorité absolue du premier projet. Hein. On sent qu'il y a cette affaire-là. Hein. Et puis, il y a un déficit de négociation. Hein. C'est sûr qu'il faut que les différents acteurs puissent beaucoup mieux se parler ensemble. Donc, voilà ce qui est pointé. Et ici, nous retrouvons exactement la même chose. Hein. Donc, vous voyez les deux premiers points. Très bien. Donc, l'impact sociétal du projet, hein, qui est ici, on parle de paix sociale. Moi, je ne connais pas suffisamment hein, le climat de Valparaiso, mais manifestement, hein, c'est destiné, hein, on vend le projet en tout cas pour dire, ben voilà, hein, on va développer, on va apporter de la richesse, cette richesse va être redistribuée, la population va en profiter. Bon. J'ai parlé des questions patrimoniales. Vous voyez aussi, hein, je l'indiquais dans l'introduction de notre travail, naturellement, on l'a vu hier, hein, les conséquences environnementales de tels projets. Et, enfin, hein, la participation citoyenne est un autre enjeu hein, qui est bien pointé dans le document. Bon, voilà, ce sont les grandes lignes hein, que notre collègue aurait souhaité vous expliquer plus en avant. Mais je pense que ces grandes lignes, nous pouvons les retenir parce que ce sont des éléments qui me paraissent assez structurantes pour notre rencontre. Merci pour elle.